À la surprise générale, les épisodes 3 et 4 de Wakfu sont sortis à 1h du matin ce vendredi, me prenant de court vu que Todd avait annoncé la sortie des épisodes à 6h du matin. Vous le saurez pour les prochaines semaines en tout cas, les épisodes sortent à 1h du matin passé. Autant dire jeudi soir pour les couches tard, et ça pour moi c'est une super nouvelle. En tout cas les épisodes ont été exceptionnels, l'histoire désormais tourne sous 4 trames narratives bien distinctes, et chacune d'entre elles est passionnante à plusieurs égards. Aujourd'hui bien évidemment je vous propose une analyse des épisodes 3 et 4, une analyse qui comme la dernière fois est surtout là pour que vous ayez bien tous les éléments importants racontés par les épisodes. Bien qu'évidemment j'essaye de vous contextualiser certaines choses sans jamais rien vous spoil, ne vous inquiétez pas. En tout cas avant de m'expliquer je compte sur vous, rejoignez-nous sur Discord pour vivre la hype de la saison 4 avec un maximum de monde. Et au passage je vous envoie énormément d'amour car grâce à vous j'ai dépassé le cap des 50 000 abonnés. Je suis pas trop du genre à m'exprimer mais croyez-moi c'est quelque chose qui me touche beaucoup. Surtout au vu de votre bienveillance incroyable sur tous les réseaux et dans l'espace commentaire. Allez je ne traîne pas davantage, découvrons ensemble l'analyse des épisodes 3 et 4 de la saison 4 de Wakfu. Lorsqu'on commence cet épisode, on découvre un plan mystérieux du trailer qui livre enfin ses secrets. Le corbeau qui s'élance sur l'œil dans le ciel n'est nul autre qu'Aurora finalement, l'épouse d'Armand qui cherche à savoir d'où proviennent les yeux qui sont subitement apparus dans le ciel. Elle craint que cela n'apporte le danger, et cela même parmi les siens, chez les Osamodas. D'ailleurs, on apprend par la même occasion que l'union entre Armand et Aurora est initialement un mariage politique, soutenant une ambiguïté dans sa relation avec son épouse. En tout cas, ce moment va être coupé court par l'apparition d'Amalia et d'Atura qui ont été ramenés au royaume Sadida par la grande déesse, et comme on peut se l'imaginer facilement, la première chose qu'elle souhaite faire en rentrant, c'est voir son père. Armand, qui souhaite quelque part la punir, lui indique que leur père se trouve près de l'arbre-tombe de leur mère pour qu'elle découvre d'elle-même que son père est mort. Amalia va s'y rendre, sourire au visage, avant de s'effondrer face à la réalité cruelle. Totalement écroulée, elle touchera même l'esprit de son père qui, malgré sa mort, ressentira la tristesse d'Amalia, très certainement à travers l'arbre de vie. Il lui tend alors une liane sur son épaule, comme s'il souhaitait la réconforter. Hugo, impuissant, verra la scène grâce à la magie de sa mère et veut être là pour Amalia. Mais la grande déesse interviendra et saura de bons conseils. Elle lui demande de lui laisser du temps seul pour qu'elle puisse faire le deuil de son père. On aura alors un moment mère-fils qui commence à vraiment mettre les formes sur l'union particulière liant la grande déesse à Hugo. Ils semblent se comprendre très facilement et Hugo va se rapprocher de sa mère naturellement. Par la même occasion, on comprend à ce moment que l'histoire se scinde, passant de la trame des Sadida dans lequel on suit Amalia, à la trame principale autour de Hugo et des Héliatropes. La grande déesse nous explique même qu'elle tire ses pouvoirs de ses cheveux, des cheveux qui peuvent renforcer le Wakfu de ses enfants et qui permettent de créer des yeux à travers le monde. Des Héliaculus, comme elle les nomme, qui font également office de portail. Les Héliaculus permettent de détecter le moindre danger à travers le monde et ainsi déployer des Héliatropes d'élite formés par Nora pour qu'ils interviennent le plus vite possible, histoire de sauver un maximum de monde. On va d'ailleurs voir Nora à l'œuvre qui va profiter d'une alerte pour prendre un cheveu de la grande déesse, se renforcer et intervenir sur une attaque de Roublard en compagnie d'Adamai. Un combat dans lequel on découvre un peu plus sur les pouvoirs de Nora qui, en plus de faire des portails étranges aux formes carrées, semble être capable de créer deux lames de Wakfu qui ont la particularité de devenir malléables, mais aussi de s'élargir pour se courber comme s'il s'agissait de deux fouets. Des fouets qu'elle est capable de faire traverser ses portails pour toucher à un maximum d'ennemis. Nora va prendre une liberté exécutive en les punissant par la paralysie pour une durée indéterminée. Une liberté à administrer des punitions qui va déranger Adamai au plus profond de lui-même qui sentira alors une gêne. Toutefois, Adamai n'a pas été d'une vision très clairvoyante ces derniers temps, c'est pourquoi elle se contentera de s'éloigner de tout ça en fuyant. La grande déesse ne l'enchaînera même pas rigueur car d'après elle, sa nature suspicieuse leur a souvent été précieuse par le passé. Des propos importants qui n'ont certainement pas été prononcés à ce moment-là par hasard. Il est fort à parier qu'à ce moment-là, Adamai a détecté quelque chose d'étrange chez Nora. On reste toujours avec les Héliatropes où cette fois-ci on va juste un peu décaler la vision sur Kilby. Un Kilby qui décidément semble être toujours aussi malicieux, profitant des interventions sur les dangers que les Héliaculus alertent pour prendre ceux qui l'intéressent le plus. Dans quel but? Nul ne le sait. Et bien qu'au courant, la déesse Héliatrope laissera Kilby qui préfère le savoir volontaire même si c'est pour servir ses petits plans. Quoi qu'il en soit, Hugo lui n'est pas prêt de faire la paix avec lui. Il tient même une dispute un peu enfantine avec lui, créant quelque part une petite relation fraternelle entre les deux, même si bien évidemment elle est d'ordre conflictuel. Chacun a des griefs envers l'autre et c'est la maman qui intervient pour calmer la situation. Une atmosphère familiale alors se dessine à travers cette scène où le clan des Héliatropes devient de plus en plus une entité à part entière aux yeux des spectateurs. Hugo voudra à son tour lui aussi intervenir, lui qui d'ordinaire était quasiment le seul à avoir cette nature interventionniste pour sauver la veuve et l'orphelin, voir son peuple s'échiner sous la volonté de leur mère à vouloir eux aussi sauver toute personne qui a besoin d'aide, forcément ça facilite beaucoup son intégration à la famille Héliatrope et à l'idéal qu'ils poursuivent. Il sera envoyé dans une mission consistant à évacuer un village avant qu'il ne soit rasé par un volcan
volcan, et au cours de cette mission, il aura droit à une petite discussion avec Nora, où Hugo lui demandera comment il se fait qu'il n'a jamais eu de nouvelles d'elle avant ce jour. Nora s'expliquera en rétorquant qu'elle était bien trop occupée à parcourir les mondes du Cosmos pour trouver où leur mère était captive pour la sauver. Des propos qui décanonisent les mangas Wakfu au passage qui racontent une toute autre histoire. C'est avec cette scène qu'on va quitter la trame principale autour des héliotropes pour retrouver une autre passionnante mêlant Madagascar, le mystérieux vieux qu'on a découvert à la fin de l'épisode 2, et les Percedales qu'il cherche à joindre. Pour cela, il cherche tout d'abord à retrouver son arme qui se trouve chez les cochons où il nous refait le coup de la pierre lancée dans les airs pour qu'elle atterrisse cette fois-ci carrément le jour suivant sur les gardes cochons, des gardes qui vont encore lui barrer la route. Décidément, lui et les gardes, c'est une sacrée histoire. En tout cas, ce personnage est véritablement impressionnant. Madagascar va retrouver un certain collectionneur qui détient son arme, et lorsqu'il le verra, il prendra immédiatement peur connaissant la réputation de l'assassin. Il le conduit sans trop de peine à son arme qui n'est nul autre qu'un arc, comme on était beaucoup à se l'imaginer. Un assassin Kra donc, dont la réputation le précède au point que le collectionneur lui demande si un nouveau contrat l'a amené à sortir de sa retraite après 20 ans d'absence. 20 ans qu'il médite donc jusqu'au jour où les Percedales sont revenus de l'Inglorium. Je pense que vous l'aurez compris comme moi, c'est très probablement Racha détenu dans le corps de pain qui l'intéresse. En parlant des Percedales, on les retrouve eux aussi devant une maison totalement reconstruite par Pooh qui semble avoir mis les formes pour pouvoir se racheter auprès de la petite famille. On a droit d'ailleurs à un petit moment intéressant entre Eva et les enfants où Eleli explique pourquoi ça va être compliqué de bien faire son rôle de mère avec un papa aussi fou que Tristepin. Et pour le coup, on ne peut pas dire qu'elle est tort vu la nature de Tristepin d'être toujours aussi aventureux sans se soucier des conséquences. Heureusement qu'Eva est là d'ailleurs pour donner un peu de bon sens à cette famille, et entre nous, il serait assez présomptueux de vouloir changer Tristepin qui a toujours été comme ça. Même étant père, il reste définitivement le même. On finit avec la dernière trame narrative de la série concentrée autour de Ruel. Un Ruel qui s'est fait totalement vider sa salle au trésor par Harpagon qui compte redistribuer toute la richesse qu'il a accumulée aux plus démunis pour se venger. Tout cela pour lui faire découvrir ce que c'est d'être pauvre. Un mot tabou chez les Lutroff qu'est Ruel qui a mis le feu aux poudrières. Ruel s'est totalement transformé pour redevenir ce bon vieux Ruel qu'on aime tant. Très proche de sa richesse et déterminé plus que jamais à retrouver Harpagon pour remettre la main sur toute une vie d'économie. Pour cela, il nous sort un engin qui va certainement tous vous plaire, une moto qui donne une allure de vengeur terriblement cool à Ruel. Pour l'aider dans sa quête, il va retrouver Junior qui est chez les Percedales, une route qui va forcément le mener à rencontrer Madagascar qu'il va saluer devant une taverne sans forcément le connaître, contrairement à Madagascar qui lui renverra le salut en le désignant par son nom de famille. Après quoi il disparaîtra, ne laissant pas le temps à Ruel de poser des questions à Madagascar. Il récupérera Junior qui semble avoir retrouvé les traces d'Harpagon, déterminé plus que jamais à remettre la main sur son or, un objectif qui l'obnubile au point qu'il ne remarque pas Madagascar qui désormais n'est plus qu'à 2 pas des Percedales. On revient à notre trame principale, où Hugo, fatigué par tous ces événements depuis le combat d'Oropo jusqu'à maintenant, tombe littéralement de fatigue. Il sera cajolé par sa mère qui va profiter de sa magie concentrée dans ses cheveux pour le remettre sur pied. Elle en profitera pour lui montrer ce qu'elle a vécu à travers le rêve de Hugo, de la création du Cosmos à celui de ses enfants héliotropes, en passant par le bannissement dans un monde magnifique, où elle est restée captive pour abreuver les habitants de ce monde de son Wakfu. Tout le vécu de la grande déesse lui est montré. Hugo, quant à lui, comprendra les douleurs endurées par sa mère qui, malgré tout, reste totalement pure et réellement portée sur l'amour de l'autre. Nora sera émue en étant témoin de ce moment, retrouvant un Hugo qui semble être tellement pur. Un moment interrompu par son frère dragon Ephraim avec lequel elle semble pouvoir communiquer par l'esprit. Un frère dragon qui n'apprécie pas du tout Hugo, loin de là. Un peu à l'image d'Oropo, pour lui Hugo est responsable de tous les malheurs que le monde vit. Cela nous explique pourquoi Nora est aussi dure avec Hugo. Même si elle semble l'apprécier dans le fond, elle tient des propos durs sûrement à cause de son frère qui lui susurre des mauvaises pensées. Et peut-être qu'au fond, c'est ça qui a dérangé Adamaï un peu plus tôt. On quitte les héliotropes pour retrouver notre petite Amalia complètement effondrée devant la tombe de son père et contre toute attente, c'est Armand qui vient épauler Amalia dans ce moment compliqué. Un moment touchant, émouvant, où Armand va faire preuve de compassion. Il va se livrer à cœur ouvert, que ce soit sa jalousie face à l'amour de son père pour Amalia, ou sa liberté de vivre comme bon lui semble malgré son statut. Il trouve les mots justes pour réconforter Amalia et l'aider à traverser ce moment dur. Suite à quoi, Armand voyant Amalia de nouveau sur pied, il lui propose de l'accompagner à une réunion des grands de ce monde qui sont tous alertés par les yeux dans le ciel qui n'ont alors pour les Douziens aucune explication. Une réunion menée par Joris qui sera rapidement rejoint par Hugo voyant la situation à travers un Eliaculus de sa mère. Il a pour rôle important d'introduire la grande déesse qui pour la toute première fois va prendre la parole auprès des Douziens pour présenter ses projets. Dans un premier temps, les dirigeants du monde resteront sceptiques face à la grande déesse, eux qui n'ont jamais vu aucun des 12 dieux s'impliquer avec eux depuis des temps immémoriaux. Ils ne comprennent pas trop ce que la grande déesse cherche à faire en mettant
mettant le monde sous surveillance avec ses Eliaculus. Par contre, dès qu'elle explique que ses enfants interviennent pour éviter des malheurs avant qu'il n'ait lieu grâce aux Eliaculus et qu'elle souhaite éradiquer toute forme de violence, de maladie ou de famine de ce monde histoire qu'elle puisse accueillir son peuple, qui au passage est une utopie qu'elle a déjà créée par le passé avec le monde originel des Héliatropes avant que Killby ne fracasse tout avec les méchasmes, et bien malheureusement, dans le contexte actuel du monde des 12, ce discours va paraître complètement hors sol. Des déclarations qui vont commencer à mettre les esprits en colère, surtout quand elle argumente en expliquant qu'elle a vu de nombreuses planètes dépérir à cause de ses habitants, sous-entendant que les Douziens ne sont pas assez compétents pour rétablir l'équilibre dans ce monde. Une situation qui fait écho au désastre écologique que nous vivons d'ailleurs. Pour les Douziens en tout cas, il s'agit ni plus ni moins d'une prise de pouvoir, n'entendant pas ce que la grande déesse souhaite réellement expliquer. Et c'est Astra, la reine de Banta, qui s'illustrera le plus dans ce dialogue entre les Douziens et la déesse. Elle provoquera délibérément la grande déesse pour rendre caduque son discours sur l'amour et la tolérance, une provocation qui attristera profondément la grande déesse, se sentant pas comprise, préférant retourner à son temple déclarant qu'elle n'est pas leur ennemi. Un moment fort qui montre à ceux qui ont douté que les dieux ont bien fait de ne pas s'impliquer avec leurs fidèles, qui auraient certainement joint leurs forces pour se liguer contre eux comme les dieux l'ont fait eux aussi contre la déesse, ayant peur que cette dernière soit devenue trop puissante pour eux. Cette scène attristera également Hugo qui définitivement rejoint bien plus la manière de penser de sa mère et des Héliatropes que celui des Douziens. Nous finissons avec une scène introduisant enfin la grande menace que le monde devra affronter, des entités qui proviennent d'Ansezu et qui comptent attaquer l'arbre de vie du royaume Sadida. Des méchants, en quête de Wakfu, qui semblent aspirer toute vie autour d'eux, et nul doute qu'ils seront puissants, à en juger par le combat qu'ils ont eu face à ce Sadida qui était très loin d'être un novice. Au final, il n'est clairement pas sûr du tout que les Douziens qui ont applaudi la position d'Astra face à la grande déesse soient aussi sûrs d'eux lorsqu'ils découvriront à quel point ce qui menace le monde des 12 est redoutable. Voilà pour cette analyse review de l'épisode 3 et 4 de la saison 4 de Wakfu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé en ciblant ce que vous auriez kiffé avoir en plus dans l'analyse. Ça m'aidera beaucoup à m'améliorer pour la suite. En attendant de pouvoir vous lire, il est temps pour moi de rendre le micro. C'était Zaki. Pour vous servir, ciao!